On est très heureux de vous accueillir ici à Lorient. Alors, on a essayé de vous construire une matinale centrée sur le multicoque sous toutes ses facettes. Une qu'on connaît le mieux ici en Bretagne, c'est le multicoque dans le domaine de la course et de la course au large en particulier. On aura donc un premier temps qui sera consacré à cette actualité du multicoque, nouveaux supports, nouveaux types de courses, et donc la renaissance aussi du multicoque et par exemple du mode 70. Un très beau panel de skippers émérites, mais également d'équipementiers avec lesquels on va débattre de cette actualité. On aura également par Skype, puisqu'il n'a pas pu être présent, Bruno Perron qui nous donnera un petit peu d'actualité sur sa recherche de sponsors en vue de la prochaine Coupe de l'América. Et puis on aura également le plaisir dans un deuxième temps d'accueillir des poids lourds de la filière du multicoque de plaisance cette fois-ci, qui nous donneront un petit peu de visibilité sur le marché du multicoque, un marché dont les codes sont peut-être un petit peu différents de celui du monocoque à la voile, mais qui est un vrai relais de croissance pour un certain nombre de groupes industriels. Et donc ce deuxième temps sera aussi l'occasion de piocher un petit peu, ou en tout cas de regarder quelles perspectives ce marché du multicoque nous offre. Je ne vais pas prendre trop de temps à Pierre-Yves qui va encore me faire remarquer que je lui ai déjà pris 3 minutes sur son timing très très serré. Je vais juste passer la parole pendant un petit moment et quelques minutes également à Frédéric Morvan, donc le partenaire de cette journée. Bon, moi je vais prendre vraiment très peu de temps, une petite minute suffira. Je vous remercie tous d'être venus, aussi nombreux. Je remercie Yann d'organiser ces journées pendant la durée du salon. Effectivement, c'est notre 3e édition pour le salon du multicoque. Et notre 2e édition à Lorient, c'est le retour. Tout le monde a l'air ravi de venir travailler avec nous et chez nous. Donc je vous remercie tous d'être présents ce matin. Et je vous attends tous, bien évidemment, sur le salon dans l'après-midi ou dans la matinée quand vous aurez un peu de temps et quand vous aurez fini de travailler et de débattre. Merci en tout cas. Pierre-Yves, c'est à toi. Merci Yann. Bonjour à tous. Tout de suite dans l'introduction, je voudrais juste vous rappeler que la journée, alors vous êtes présents physiquement, mais la matinale est diffusée et streamée en direct live sur Internet. Donc messieurs, attention à ce que vous allez raconter. Je vais vous les connaissez forcément, pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez forcément tous. On a une très belle brochette d'experts du multicoque de course au large et près des côtes, mais je vais quand même vous les présenter rapidement. Monsieur en vert à côté de moi, c'est Yves Leblévec, qui est l'inoubliable vainqueur de la Mini Transat 2007, évidemment, mais qui aussi a fait beaucoup de multicoques, un ou deux trophées Jules Verne sur Orange, 2. Et le tout récent vainqueur de la Transat de Jacques Vabre 2011 en multi 50 sur Actual. Juste à côté de lui, Cindy Gavignet. Je n'ai même pas réussi à compter précisément le nombre de Volvo que tu avais faites, mais elles sont nombreuses. Tu es aussi le skipper, tu as été le skipper du multi Oman Air Majan lors de la dernière route du Rhum. Skipper en extrême 40 également. Et le re-skipper d'un bateau tout récemment mis à l'eau, qui est le mode 70 Oman Sail. Juste à côté de lui, Bruno Dubois. Je ne sais pas quel est ton titre précis maintenant que tu as changé de fonction, mais tu étais le patron de North France et tu as eu une promotion au niveau mondial. Donc tu es, on va dire, vice-président monde de North. Voilà. Mais tu es aussi un marin émérite, avec plusieurs transatlantiques en cours sur des IMOCA et également une expérience récente en extrême 40, et puis évidemment un savoir-faire en matière de voile qu'on va développer un petit peu tout à l'heure, et même les voiles, ce qu'on appelait avant le soft sail et maintenant les ailes rigides, on va en discuter un petit peu tout à l'heure. À côté, Vincent Loriot-Prévost, architecte à succès, qui a dessiné à peu près la plupart des multicoques qui ont gagné ces 20 dernières années, que ce soit les Orma, les 2 derniers vainqueurs du trophée Jules Verne, mais aussi les bateaux de la Coupe de l'América, le tenant du titre, BMW Oracle, et puis qui a participé au dessin du plan générique des AC72, on en discutera un petit peu tout à l'heure, et qui est aussi l'auteur avec son compère Marc Van Petegem, qu'on recevra tout à l'heure, des modes 70. Et puis un petit jeune qui débute, qui est assis sur le pouf, qui est Michel Desjoyaux. Je vais essayer de faire court. Double vainqueur du Vendée Globe, triple vainqueur de la Solitaire du Figaro, ça c'est pour le monocoque.
et aussi en multicoque, vainqueur de la Route du Rhum 2002, de la Transat Anglaise 2004, et skipper lui aussi d'I-Mode 70 Foncia. Voilà. Donc on a du lourd pour commencer à la matinale. Alors messieurs, la règle du jeu est assez simple, c'est un débat, je vais lancer quelques questions, quelques pistes de réflexion, vous allez donner vos avis, on va débattre, vous ne serez pas forcément d'accord, n'hésitez pas à prendre la parole. À 10h30 on aura Bruno Perron qui discutera, dialoguera avec nous par Skype, et puis on essaiera de se garder peut-être 5 petites minutes pour échanger avec la salle, je suis sûr qu'ils auront plein de questions à vous poser. Alors moi ma première question en guise d'introduction, quand on a commencé à monter un peu cette journée, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de la course au large et au niveau mondial, si on sort de notre prisme franco-français, certes très actif, mais il n'y a pas que la France qui fait de la course au large et du multicoque aujourd'hui. On voit que ça bouge énormément, à la fois du point de vue de la course au large, avec l'émergence des modes 70, qui est en train de se mettre en place progressivement, les bateaux spectalos les uns après les autres. On voit que ça change aussi du point de vue du format des courses avec la montée en puissance des Extreme Sailing Series. Vous êtes plusieurs à avoir participé au circuit, vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez. Et puis aussi, peut-être le symbole le plus fort, c'est la conversion de la vieille Coupe de l'América au multicoque, puis une conversion assez radicale, on va dire, à tout point de vue. Donc on voit bien que ça bouge beaucoup et que c'est un mouvement mondial. Je voudrais savoir de votre point de vue, est-ce que c'est une évolution naturelle, une tendance et un aboutissement qui fait que le sport se sophistiquant, devenant de plus en plus moderne, prenant de plus en compte les aspects spectacle et marketing se met au multicoque de manière mondiale, ou est-ce que c'est juste je sais pas, un effet de mode et que ça retombera comme on a eu d'autres effets de mode dans notre petit monde? Qui veut répondre à cette première question? Monsieur Desjoyaux. Moi je suis persuadé qu'on a perdu énormément de temps dans cette évolution. Je crois que la bascule la plus significative, c'est comme la Route du Rhum 88, si je ne m'abuse, quand un petit trimaran de 12 mètres arrive devant un monocoque de 21 mètres. La première, 78, pardon. Tu vois, j'avais encore essayé de ne pas enfoncer le clou de 10 ans de plus. Et à partir de cette course-là, il y a eu des classements spécifiques mono et multi parce qu'on s'était enfin rendu compte que c'était très différent. Et je pense que on est à Lorient, on est au milieu d'un grand bout de façade atlantique qui a vu l'évolution de tous ces bateaux-là depuis presque 40 ans maintenant. Et pour nous, ça paraît... moi, j'ai du mal à comprendre qu'on ait perdu autant de temps. Et je pense que même la Coupe de l'América, ils ont juste perdu 22 ans, si je ne m'abuse, 24 ans. Puisqu'en 88, pour le coup, celle-là, je crois que c'est bon, cette date-là, il y a déjà eu un multicoque, un petit multicoque à nouveau, qui a terrassé un grand monocoque. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris à l'époque, voilà, je crois que c'est juste un repositionnement qui est normal aujourd'hui. Qui tu veux réagir, Vincent? Oui, moi je pense que à propos du retour en arrière éventuel, j'ai l'impression que le multicoque, il était en France une espèce de spécialité française qui intéressait peu les étrangers. Et là, dès lors que les circuits en Suisse, les circuits type extrême, voire la Coupe de l'Amérique, on est rentré un peu dans une phase où le multicoque a une diffusion plus internationale au niveau sportif. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est arrivé à un stade aussi où les générations qui viennent naviguer maintenant ont aussi un peu changé d'état d'esprit et sont beaucoup plus excités par la navigation multicoque que la navigation monocoque. J'ai l'impression que c'est pas un feu de paille, quoi. Je pense que c'est plutôt un bon démarrage, je pense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les Français, entre guillemets, on était trop en avance ou on n'a pas réussi à convaincre nos petits camarades de jeu mondiaux? Je vais demander au sol non français, Bruno Dubois. Ouais, non, je suis pas français, mais ça fait un bout de temps quand même que je vis ici, mais c'est vrai que c'est ce que tu m'as dit au téléphone quand on a préparé. Tu me dis, moi je peux parler, je suis pas français. Je me soigne, oui. Je suis en France pour me soigner. Non, ce qu'il y a, c'est que faut savoir que quand vous voyagez un petit peu à travers le monde entier, tout ce qui est présenté venant de France, pour les anglo-saxons, malheureusement, il y a un retrait tout de suite. Sidney pourrait confirmer. Dès qu'on propose quelque chose, je prends l'exemple d'un système qui s'appelle Adrena, qui est fait ici en Bretagne. Je l'ai présenté à tous les dessinateurs de Norcel il y a à peu près 8 ans.
Il n'y a jamais personne qui a voulu l'utiliser parce qu'il dit non, ça vient de France, c'est trop compliqué. Tous les bateaux de la Volvo ont un Drena sur cette course-ci, ça a pris 8 ans pour le faire passer. Donc il y a déjà une barrière culturelle, mais maintenant il n'y aura pas de retour en arrière. Parce que les anglo-saxons, moi j'ai vu des gars comme Dean Barker, ces gens-là ils me disent mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps dans ma vie, pourquoi j'ai fait du monocoque, pourquoi est-ce que le vieux Dalton m'a amené sur des monocoques pendant des années, quoi. Alors que je prends mon pied, on a couru ensemble, on a couru en extrême 40, là je le vois en AC 45, et puis comme dit Vincent, il y a une nouvelle génération qui arrive, les Chris Draper et tous ces gens-là qui ont couru en extrême 40, qui était la très bonne école, ces gens-là ils ne feront jamais du marche arrière, jamais ils iront se traîner avec les piétons, c'est sûr et certain. À mon avis, mais je me trompe peut-être, mais je ne pense pas. Oui, sinon toi qui as une grosse expérience. Non, mais je pense qu'effectivement, j'ai passé pas mal de temps aussi avec les anglo-saxons. Le gros truc, c'est que en France, on voit la voile avec ce qu'on connaît, la route du Rhum, etc. Mais le Rhum, quand on a fait la Whitbread avec Mich sur la Poste, on avait un Anglais qui était un pro de la voile qui naviguait avec nous. C'était l'année où Florence Artaud avait gagné le Rhum. Il ne connaissait pas Florence Artaud, alors que pour nous, c'est une évidence. Et il y a vraiment deux mondes. Et moi, je pense que le plus gros truc, c'est que la coupe soit passée en multi. C'est ça qui fait que tous les skippers dont Bruno parle, certes, ils aiment bien naviguer en multi, mais ce qui les fait vibrer, là où il y a de l'argent aussi, un peu, c'est là aussi. Donc c'est ça leur but. Et donc c'est aussi toi, pour tu dis ça. Si la coupe retournait au monocoque, hypothèse totale, ils retourneraient au monocoque. La coupe en soi, c'est quand même un attrait énorme. Et vraiment, chez les anglo-saxons, c'est le Graal. Donc c'est ça qui attire. Il y a des spécialistes du multi qui vont rester en multi, mais c'est le fait que la coupe soit en multi, ça fait que la coupe anglo-saxonne, parce que c'est quand même ça, soit en multi, c'est ça qui fait que ça se rejoint, que maintenant il y a plein d'équipiers, de techniciens, de voiliers, plein de gens qui, ça y est, maintenant la France devient un vivier pour les anglo-saxons, alors qu'avant, effectivement, c'est toujours regardé avec méfiance, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Maintenant, ça y est, ça commence à se mélanger, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il n'y aura pas de retour, quoi, c'est sûr. Moi, j'ai cru comprendre que si la coupe avait basculé en multi avec les Américains, c'était aussi pour la voile spectacle. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de... La génération Facebook. La génération, ouais, mais... C'est le terme utilisé par Russell Coutts. Donc d'avoir la possibilité de mettre des caméras plus excentrées, d'avoir des bateaux plus fun, plus spectaculaires, qui font des cabrioles et qui se remettent à l'endroit et qui repartent pour la manche d'après. Voilà, vraiment de la voile spectacle, en plus de la voile fun pour les équipages, mais d'aller justement dans le sens de la médiatisation, parce que l'argent qui est investi là-dedans, il faut bien qu'il soit rentabilisé d'une façon ou d'une autre. Donc autant que ce soit efficace. Peut-être je voulais juste rajouter quelque chose à propos de la question, est-ce que la France était en avance ou pas. Je pense que la France, elle était simplement intéressée par les courses en solitaire, et les anglo-saxons n'étaient pas du tout intéressés par les courses en solitaire. Et dès lors que le multicoque est devenu un support pour les solitaires avant tout, il n'y avait pas vraiment de raison que les anglo-saxons s'intéressent à ce genre de bateau. Ça les a bloqués, le fait que ce soit en solitaire, ça les a bloqués. C'est un petit peu mon sentiment. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on pense, Yves qui fait beaucoup de solitaire, mais aujourd'hui, des skippers qui voudraient faire des transats en multicoque en solitaire, qui ne sont pas français, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Alors Yves, toi qui es un récent converti. Je pense qu'il y a une évolution énorme, c'est qu'aujourd'hui, il est complètement acquis que quelqu'un qui fait du multicoque est aussi un vrai marin, un vrai ragatier. Parce que je pense que pendant longtemps, c'était vu dans le monde comme des gens très sympathiques, mais pas des vrais marins. Aujourd'hui, le fait que la coupe soit en multicoque, ça donne une vraie légitimité aux gens qui naviguent en multicoque. Et ça notabilise très clairement, et je pense là, on est arrivé à un point où on reviendra pas en arrière, c'est certain. Il y a, pour moi, le jour personnellement où ça a changé, où j'ai vu le monde changer à ce niveau-là, c'était, je pense que Mich était peut-être là, c'était à Monaco, lors du Yacht Racing Forum, il y a quelques années, quand c'était encore à Monaco.
Il y avait Russell Coates et Brad Butterworth, donc Alinghi et Oracle qui étaient là. Et ils étaient dans un forum comme ça, on discutait. Et moi j'étais avec Tom Whedon, qui est le patron de Norcels, qui a gagné la coupe en multicoque en 88, justement avec Denis Conner. Et il y avait toute une pléiade d'anciens coureurs de la Coupe d'Amérique qui étaient là. Et à un certain moment, il y a une personne, donc le gars qui est à place, là, qui dit est-ce qu'on sait qu'on pourrait faire la prochaine coupe en multicoque? Et derrière, j'ai entendu il rigole, mais c'est une perte de temps, match racing en multicoque, ça ne marchera jamais. Et je me suis retourné vers eux, j'ai dit mais attendez, c'est pas à nous à décider ce qui va se passer, c'est eux. Et là, Russell Coates a dit j'ai envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, j'aimerais bien changer le monde un petit peu de la voile. Puis qu'est-ce qu'il est sobre, pourquoi il veut faire ça? Et voilà. C'est ce jour-là, à mon avis, qu'ils ont vraiment décidé. Enfin, c'était déjà décidé, mais là, on a vu un changement réel sur allez les gars, on y va. C'était assez amusant parce qu'il y avait Russell Coates et Brad Butterworth qui, à mon avis, avaient déjà décidé et qui ne pouvaient pas dire ouvertement parce qu'il y avait des tractations, il y avait des négociations. Et de chaque côté, ils en avaient 4 à droite, 4 à gauche, des chefs de projet ou des skippers de projets monocoque Coupe de l'Amérique qui voulaient rester sur leurs acquis de monocoque et de leur campagne. Il y avait les deux au milieu qui étaient totalement impassibles, mais qui, voilà, ils avaient déjà basculé dans le monde qu'on connaît bien ici. Alors avant que la coupe ne bascule, ne fasse sa révolution et avec l'impact qu'on est en train d'analyser, il y a eu avant le circuit des Extrêmes 40 qui, alors, historiquement si je ne me trompe pas, ça a été un circuit d'animation des étapes de la Volvo au tout début, puis ça a pris son autonomie et puis il y a eu beaucoup d'innovations alors en termes de parcours, en termes de traitement audiovisuel, en termes aussi de l'accessibilité. Vous avez déjà vu une étape des Extreme Series, mais la pavillonnerie a complètement changé, la coupe l'a repris, c'est marqué 5-4-3-2-1 et non plus la pavillonnerie classique, les parcours ne sont plus forcément au près, etc., etc. Et donc il y avait eu beaucoup d'innovations. Ça se court près du public. C'est très très près du public. C'est quand même c'était et c'est encore l'un des gros problèmes de la course au large, c'est la distance par rapport aux côtes pour l'activité aux médias. Je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez de cette voile-là, qui est au début, qui était notamment en France, c'est la voile spectacle, c'est tout pour le spectacle, c'est pas vraiment des sportifs. Je crois que c'est précisément le contraire aujourd'hui, et qu'il commence à y avoir un vrai professionnalisme. Et en préparant la journée avec Bruno, il m'a rappelé que le dernier vainqueur de l'étape de Naples du circuit AC45, c'était un ancien vainqueur c'était Paul Cambédé, c'est ça, oui, qui avait gagné Chris Draper, qui avait gagné le circuit des Extrêmes 40 avant. Je voudrais savoir un petit peu chacun votre tour ce que vous pensez de cette discipline-là et de son influence aujourd'hui. Alors on va commencer par Sidney qui lui l'a pratiqué. Sportivement déjà, les gens qui n'en ont pas fait disent que c'est un peu la foire d'empoigne, que c'est pas très olympique dans le format. Pour l'avoir vécu, moi ça a été une énorme cure pas de rajeunissement, mais de réapprentissage de la voile en tout cas, parce que les parcours sont tellement courts et on en fait 7, 8, 9 dans la journée, qu'on a 50 croisements dans une course, on a 7 courses par jour, on a X départ, on a 50 passages de bouée sous le vent avec des situations rocambolesques. Donc du coup, on apprend énormément, c'est vraiment, et puis à vivre, c'est génial, c'est très intense, il y a de l'adrénaline, les bateaux sont sympas, ils cabanent comme il faut, parce que c'est vrai que je pense que les organisateurs ne le disent pas ouvertement, mais le fait que les bateaux cabanent, ça leur va très très bien. Je crois qu'en Chine l'année dernière, quand il y a un chavirage, nous journalistes, quand il y a un chavirage sur l'une des épreuves du circuit, il se passe en gros un petit quart d'heure avant qu'on reçoive un lien avec le lien vers YouTube pour voir la minute 30 où il y a le chavirage. En gros, un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça c'est vraiment pour le spectacle. Après les parcours sont vraiment collés à la terre. À Cove, on va se racler les dérives systématiquement. Voir se prendre des camping-cars. Donc ça sportivement, donc moi je trouve que ça a vraiment de la valeur. Après plus public, etc. Moi en tant que marin, pour moi ça a de la valeur aussi, parce que au large aussi, notre boulot il a un vrai sens que s'il est partagé. Si on fait que nos courses comme des couillons à dizaines de bateaux, on disparaît derrière l'horizon et puis voilà,
ça peut avoir un sens. Pour moi, c'est pas suffisant. C'est vraiment de le partager. Donc pour ça, la voile spectacle, oui, moi je trouve que c'est bien. Bono, toi qui as laissé quelques plumes. Ouais. Déjà, l'organisateur Mark Turner, ceux qui le connaissent. Il faut juste raconter l'anecdote, c'est que. Oui, j'ai chaviré en extrême 40, je me suis ouvert le crâne et depuis tout le monde porte des casques, mais le casque est obligatoire. Et tu veux y retourner? Et non, j'ai fait 2 saisons. Non, je pense que là ça va. Enfin, pour le moment ça va. Mais comme on fait les voiles de ces bateaux-là, ouais, j'ai encore mal à la tête. Donc, mais comme on fait les voiles, c'est une monotypie comme on l'a en mode 70, donc on fait ces voiles-là, donc c'est important que je sois dessus. Alors d'abord, ceux qui connaissent Mark Turner pourront très bien comprendre que si Mark il pouvait, il mettrait une bouée à terre, avec les bateaux qui doivent passer à terre. S'il pouvait, il le ferait, parce qu'il trouve que c'est assez excitant. Et on a vu des gitanas qui passaient avec la coque presque au-dessus de la terre en Espagne, enfin à côté du quai, à 1 mètre du quai. Donc il y a du spectacle, c'est ça qu'il veut. C'est ça que les gens veulent voir aussi. C'est la différence entre la boxe et le combat de rue. L'extrême 40, c'est du combat de rue. Parce qu'un passage à la bouée sous le vent, il y a les règles, mais c'est du combat de rue. Et quand en Chine, on prenait des claques à 30 nœuds en bas des immeubles, et qu'un peu plus bas, il y avait 20 nœuds, bon, c'est sûr qu'on a chaviré. Ça a fait mal. Malgré tout, malgré le fait que ça puisse être du combat de rue, ça n'empêche que c'est sportivement très intéressant parce que ça apprend à avoir une vision périphérique, à décider dans l'instant. Et donc, pour l'équipage, c'est un vrai challenge. Pour le barreur, enfin pour tout le monde, quoi. Mais ça n'empêche que même si ça peut être du combat de rue, je trouve très intéressant sportivement. Parce qu'il y a 300 manches sur l'année. Il y a à peu près 10 empannages et enroulés de Jennaker par manche. Moi, c'est ce que je faisais. Et quand on me disait, il y a l'équipier d'avant de Team New Zealand qui est arrivé, qui fait à peu près 100 kilos, Winston, qui est costaud, il me dit, c'est bon, le Jennaker, il fait 100 mètres carrés, ça va être rapide. La première fois qu'il est venu courir, c'était à Chaos. Chaos est réputé pour être un endroit qui est dur. Après la première journée, on est passé l'un à côté de l'autre, on est arrivé à la ligne d'arrivée, il y avait la langue, elle traînait par terre. Il me dit, je n'ai pas imaginé que c'était aussi dur, parce que au niveau cardio, c'est dur. Donc sportivement, c'est une excellente préparation. C'est sûr, certains, on peut pas... Enfin, c'est pour ça que c'est aussi du combat de rue à ce niveau-là. Et au niveau du marketing de ce type d'épreuve qui est quand même très très spécifique, qui est aussi une évolution majeure, hein, c'est-à-dire qu'avec des commentateurs à terre et qui en font des tonnes, c'est assez drôle hein, quand on voit Anna White qui est sur le ponton et qui commande ça mais comme un match de foot, c'est vraiment hyper étonnant. Quand on voit les bandes annonces qu'ils font autour de ça, on voit que c'est un produit qui est très très marqué et très pensé de ce point de vue-là. Et qu'est-ce que vous en pensez? Nous, la voile qu'on pratique nous en France, elle est quand même, elle est vendue différemment. L'emballage est quand même relativement différent. Il y a pas mal de Français qui le font. Enfin, oui. Franck l'a fait, Yann Guichard. Je parlais pas tant des coureurs que de la manière dont ça peut être perçu ici. Moi, je trouve que c'est toujours bien encore parce que là, il n'y a que des gens qui sont spécialistes. Mais l'idée, c'est d'ouvrir à tout le monde. Donc, c'est sûr que nous, ça peut nous paraître. Sébastien Destremo, par exemple, qui en fait des tonnes, qui a un accent à moitié australien, moitié français. Mais je trouve que visiblement, ça passe bien. Et donc, je trouve qu'il fait un très bon boulot pour ça parce que il faut parler aux gens qui connaissent rien, qui comprennent rien. Enfin, c'est pas péjoratif, hein, mais qui vraiment ont aucune notion de. Donc le fait d'avoir des images virtuelles qui expliquent avec des flèches pour le vent, le courant, même avec tout ça, c'est compliqué à comprendre. Donc moi je trouve que de vulgariser au bon sens du terme, je trouve que c'est très bien. Yves ? Non, il y a des trucs qui fonctionnent vraiment bien. Moi, c'est plus les courses de la coupe là, sur les AC45 qu'on voit plus sur YouTube, quand ça passait sur YouTube. Le fait de faire un départ au reaching où le premier c'est le premier, tout le monde comprend. C'est qu'il faut imaginer que dans les gens qui sont susceptibles de suivre les régates, il y a des tas de gens qui n'ont pas de notion de ce que c'est tirer des bords. Et quand tu vois un départ et que tu en as un qui va à 90 degrés de la route juste après le départ, quand tu n'es pas initié, tu te dis il fait demi-tour, il rentre à la maison. Alors qu'en fait il va chercher, il va être premier. Mais donc le fait de faire des choses compréhensibles, c'est vachement bien. Tout le monde peut comprendre les régates, tout le monde peut s'amuser à regarder un match de régate, parce que c'est de ça dont il s'agit.
Moi, je trouve ça. En plus, c'est vraiment passionnant à suivre. C'est super drôle à suivre. Moi, j'ai jamais été sur l'eau, mais à suivre derrière mon ordi, c'est super drôle. Mich, ça t'a jamais tenté ce genre de combat de rue? J'ai pas eu l'occasion de faire de l'extrême 40. J'ai eu la chance de faire un petit peu de Formule 40 il y a quelques années et j'ai encore des souvenirs géniaux de l'escale sur le lac de Garde où le dimanche après-midi la corniche était complètement bloquée à la circulation parce que tous les gens étaient venus là poser leur voiture et regarder le spectacle. Et moi je suis tout à fait d'accord avec ce genre de voile spectacle, on en a vraiment besoin. Pour une fois qu'on peut montrer les bateaux, montrer les hommes en chier avec la langue pendante à la fin de la journée, je pense que c'est tout bon, quoi. Et je ne suis pas du tout surpris, la remarque que tu faisais sur l'utilisation de YouTube et de montrer les images de chavirage. Regarde au journal de 20h le dimanche soir le résumé d'un Grand Prix de F1. On te montre le carambolage à la fin de la première ligne droite, les sorties de piste et 3 secondes de la voiture qui coupe la ligne d'arrivée avec le damier. Donc voilà, faut vivre avec son temps et si ça permet d'amener du monde vers notre sport, on serait quand même très con de le refuser. Après, on a la chance d'avoir justement énormément de diversité, monocoque et multicoque. Moi j'adore le multi et je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Bruno tout à l'heure de dire ces gens-là ils retourneront plus jamais sur mono, si, ils feront une autre façon de naviguer, c'est une autre démarche, mais ça reste du bateau à voile, ça reste les mêmes lois physiques que ce soit une voile, une aile, à la limite on s'en fout un peu. Mais justement, c'est ça qui est génial dans la diversité de notre sport, c'est qu'il y en a pour la voile spectacle pure, comme l'Extreme 40, comme les SC45 ou autres trophées Clairefontaine. Et puis il y en a qui vendent plus du rêve sur du voyage offshore, sur des courses en solitaire éventuellement. Et il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets, pour tous les types de retombées, pour tous les types de marins aussi. Et je pense que c'est vraiment une chance extraordinaire qu'on a dans ce sport-là. Alors, la voile spectacle qu'on vient d'évoquer, par contre, elle n'est possible qu'en multicoque. Il n'y a pas de... Est-ce qu'on peut faire du show comme ça avec du monocoque? Ils y réfléchissent un petit peu, ils y réfléchissent. Ouais, voilà, et les Forti, les régates des jeux, ils essayent de les motafoil, par exemple, les trucs comme ça. Le motafoil, je ne sais plus très bien ce que c'est d'ailleurs, ça va être un engin qui vole. En Australie, les 18 pieds dans la baie de Sydney, ça fait longtemps qu'ils le font. Donc je crois que c'est pas... Moi je suis convaincu que le multi est beaucoup plus spectaculaire par les accélérations, les chavirages, tout ça, toutes les figures libres et non imposées. Mais la proximité est vraiment géniale. Nous on est allé faire du 60 pieds Moka dans le Bosphore, à virer à 10 mètres des terrasses de restaurants. Moi je rêve d'emmener les modes 70 où ils ont été faire de l'extrême 40 là-bas. C'est des plans d'eau qui s'y prêtent vraiment bien et il faut s'en servir. Et puis le multi, il est peut-être tout simplement naturellement adapté aux caméras embarquées, plus qu'un monocoque. Il y a des contraintes techniques pour filmer les événements. Les angles sont quand même hyper différents. Ouais, je pense que là, la plateforme s'y prête tout naturellement. Alors je voudrais qu'on revienne juste 2 secondes sur la Coupe de l'Amérique et la révolution qui est en cours. Parce qu'elle réunit les 2 évolutions majeures qu'on vient d'évoquer, à la fois du point de vue spectacle, commercial, communication, puisque les moyens mis en œuvre pour raconter l'histoire de la Coupe sont absolument colossaux. Alors c'est la Coupe, donc il n'y a pas d'équation économique derrière. C'est-à-dire que les moyens de la production divisuelle n'ont rien à voir avec les retombées qu'il peut y avoir, notamment en termes de droits télé. Et puis il y a une évolution technologique majeure qui est, outre le fait que ce soit des multicoques, qui sont les ailes rigides. Alors il y avait quelques doutes au départ sur cette évolution-là. Et puis les premiers à avoir navigué sur les bateaux, moi j'ai eu la chance d'être à Cascais lorsqu'il y a eu la première épreuve. Et les marins étaient absolument subjugués par l'aile. Est-ce que vous qui naviguez encore pour la plupart, sauf certains, avec ce qu'on appelle des soft sails, j'aime bien cette expression, des voiles souples, voilà. Est-ce que pour vous c'est là aussi une évolution majeure? On aura du mal à revenir en arrière. Est-ce que les ailes rigides, ça va se généraliser? On devrait tôt ou tard en voir peut-être trop large. Comment vous analysez cette évolution-là? Peut-être juste pourquoi des ailes rigides sur la Coupe de l'Amérique. Je pense que pour répondre justement
à la question qui était posée de savoir est-ce qu'un multicoque peut être suffisamment manœuvrant pour faire du spectacle. L'aile rigide était une bonne réponse et je pense qu'il ne pouvait pas s'en passer. Parce que ça, avec une voile comme ça permet d'avoir des bateaux beaucoup plus évolutifs et beaucoup plus rapides à la relance. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une démarche marketing, quoi. On va vers l'aile, c'est un attrait technologique, mais surtout, ça permet de renforcer le spectacle. Je pense que parmi les éléments de choix, c'était un élément déterminant de dire, en réponse aux gens qui disaient que les multicoques ne seraient jamais des bateaux qui seraient suffisamment manœuvrants pour faire le spectacle, l'aile est un bon élément pour améliorer ce qui était vraiment un point faible, quoi. Bono sur Oui, l'aile. non, je suis d'accord avec... Un dossier qui t'intéresse, je pense. Le prix d'une aile pour la Coupe d'Amérique, c'est l'équivalent de tout un budget voile dans la dernière coupe d'avant. Donc dire qu'on fait des ailes pour réduire les coûts, c'est du pipeau un peu. Mais c'est au niveau développement technologique, c'est sûr que c'est excellent pour retirer la puissance de la grande voile et en donner rapidement sur la ligne de départ. C'est une des raisons. Et puis, les gens sont intéressés à voir ça, plus que des voiles souples. C'est sûr et certain, c'est ce qui attire le monde. Il faut savoir qu'il y a 120 caméramans, journalistes qui s'occupent de la production TV sur la coupe. En Extreme 40, ils sont 3. Donc c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas les mêmes budgets et pas les mêmes retombées. Mais c'est le même format. Hein. De toute façon, ils ont pris le même format qu'en Extreme 40. Ils avaient voulu recruter Mark Turner pour organiser une partie de la coupe. Sur l'aile rigide, est-ce que vous pensez que c'est la même chose? C'est un pas en avant vers lequel on je pense que on sait depuis très longtemps, et c'est pour ça qu'on va vers ces solutions-là, on sait depuis très longtemps qu'une aile rigide, qu'une aile épaisse a un meilleur rendement aérodynamique qu'une voile plate fine. Et je pense que de ce point de vue-là, sur la coupe, c'est aussi ça, c'est d'aller rechercher l'excellence dans tous les domaines. Le multi, l'aile rigide, pour moi, c'est une démarche qui est totalement naturelle pour quelque chose qui est tout en haut de la discipline dans ce sport mécanique, là où il y a le plus de moyens. Mais par contre, par rapport à l'argument que tu dis par rapport au coût, il ne faut pas oublier qu'il y a très peu d'histoire, il y a très peu de culture voile épaisse, aile rigide, et que du coup, on dépense énormément d'énergie, donc de temps, de puissance de calcul et tout, pour créer tout ça, parce qu'on part de tellement de pages blanches qu'on y dépense énormément de moyens. Et puis ça va se vulgariser, il y a encore un peu de marge, mais on est vraiment au b.a.-ba de cette technologie-là, de cette démarche-là, même s'il y a encore les bateaux de la petite coupe de l'América, ont commencé à jouer à ça dès les années 80, mais là aussi on a perdu énormément de temps. C'est aussi pour ça, je pense qu'aujourd'hui ça coûte très cher à faire. Ça coûte très cher relativement. C'est le moteur du bateau, donc c'est normal un peu que beaucoup de moyens y soient consacrés. Mais on est vraiment au b.a.-ba de cette démarche-là. Donc, je crois que ça explique un peu beaucoup de problématiques. C'est quand même super intéressant. Je pense qu'actuellement on est avec des ailes rigides non démontables. Donc c'est un peu compliqué. C'est vrai pour monsieur tout le monde, tu as ça dans le port. Le vent il change, c'est cabane rapide. Mais à mon avis, on va arriver à des ailes modifiables, pliables. On va y arriver. Ça existe sur le lac. Sur le lac Léman, on ne sait pas bien si c'est un trimaran ou un foiler, c'est un hybride, qui a une voile épaisse qui se ramasse, qui s'affale complètement. Bon, il y a des avantages et des inconvénients comme partout. Mais... C'est une piste pour la course au large, aile rigide? Tercelin avait fait quelque chose comme ça il y a longtemps, non? Tu m'as souri quand j'ai posé la question, donc il y a un loup. Non, mais le problème, c'est que tant qu'on ne sait pas soit dompter la puissance, soit réduire la voilure, on a encore quelques appréhensions à aller avec un engin surpuissant. Bon, on a vu que les AC-45, bien que ce soit des bateaux un peu casse-gueule, étaient capables de naviguer avec 40 nœuds de vent dans la baie de Plymouth. Je ne sais pas ce que ça va donner, ce que ça peut donner sur du grand large dans les vagues avec des problèmes de régulation. Je pensais que Vincent allait le dire, mais une des démarches d'Oracle sur le choix de l'aile rigide par rapport au bateau à voile, ils ont fait une aile de surface inférieure
à ce qu'ils avaient sur le plan de voilure avec le mât classique et le mât L et la voile souple, parce qu'ils compensaient par le rendement ce qu'ils perdaient en surface. Mais par contre, ils ont fait ça et ils ont gardé ça, surtout pour la capacité de régulation de la puissance de l'aile rigide, qui était quand même beaucoup plus facile à réguler avec un réglage transversal, donc avec peu d'efforts par rapport à ce qu'ils étaient obligés de mettre au point d'écoute d'une grand voile classique. Et Mick Karmarek, puisque c'est mes sources, me dit le bateau à voile allait aussi vite que le bateau à aile, voire même plus vite. Mais par contre, on ne savait pas réguler aussi bien, aussi facilement, donc on a privilégié l'aile rigide. Et c'est à peu près le problème qu'on a en ce moment avec le petit Kata. C'était de ça dont tu voulais parler. Le petit Kata, pour le moment, le bateau le Formule 18 à voile classique va plus vite que le Michel bateau pense que à aile. personne ne passe jamais à Port-la-Forêt, et donc c'est un endroit secret à l'écart du monde. Et puis, pas de bol, je passais un jour et du chantier familial sortait un petit 18 pieds avec une aile rigide. Raconte-nous un peu maintenant qu'on s'en En fait, on a, pour pas laisser le train partir trop loin sans nous, parce que justement, il y a quasiment pas de culture chez nous. Paradoxalement, les Américains et les Canadiens en ont beaucoup avec la Coupe de l'Amérique depuis très longtemps, la petite Coupe de l'Amérique depuis très longtemps. Et donc, on a décidé de construire une aile posée sur un gamme 18, donc un Formule 18. On a 2 plateformes. Merci Vianney, identique, et donc on a une aile rigide de proportion équivalente à un plan de voilure de Formule 18, et pour le moment le bateau à voile va plus vite que le bateau à aile à peu près tout le temps. Pourquoi ? Parce que les voiles souples sont quand même très évoluées, sont issues de générations de réflexion, d'évolution et de travail, sont plus faciles à adapter en termes d'épaisseur de profil, mais enfin bref, il y a encore des avantages. Mais bon, on travaille dans cette voie-là. Ce que je trouve sympa dans ces histoires, en fait, c'est comme le Mini est une classe où plein de choses sont testées pour les plus gros. Là, c'est pareil, il y a les classes A ou tous ces bateaux-là qui travaillent sur des petits trucs dans leur coin, dans leur garage, qui en fait sont des sources, très bonnes sources pour la suite. Mais là, dans la comparaison des 2 plateformes, est-ce qu'on peut considérer aussi que le fait d'avoir une aile te permet de repenser la structure de la plateforme? Logiquement, les efforts ne sont pas les mêmes. Tu as visé juste. Pour le moment, on n'a pas travaillé sur la plateforme, on a juste travaillé sur le moteur, et pour justement apprendre. Et la première qu'on a faite, je ne vais pas le dire ici, mais c'est un plagiat de ce qu'on a pu trouver sur Internet, parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, il y a à peu près tout. On a aussi regardé des images de comment ils naviguaient, de comment ils s'en servaient, pour essayer de comprendre comment il fallait la fabriquer. Mais après, on va travailler sur la plateforme qui est en dessous. Mais pour le moment, c'est déjà assez compliqué comme ça de créer tout ça, qu'on ne fait pas tout en même temps. Il y a ici à Lorient, il y a eu un Mini qui a navigué avec une voile épaisse à plusieurs reprises, qui s'affalait et qui se hissait. Les voiles chapoutot, qui étaient déjà des profils épais faits avec du tissu et de la mousse, ça existait 80. Maginoire, un bateau avec 2 barres en D, avec une aile derrière. Il y a eu des essais. Il y en a eu plein. C'est-à-dire que tout arrive en même temps, en fait. Enfin, la domination mondiale du multi, les ailes rigides, tout arrive en même temps avec la coupe. Alors il y a un débat en ce moment qui au départ, dans le monde du monocoque est plutôt franco-français, qui est le débat sur la monotypie, et qui dans le monde du multicoque a été à peu près tranché, parce que les Extreme Sailing Series, c'est de la monotypie, le circuit AC45 pour l'instant, c'est de la monotypie, même si c'est une étape vers les AC72, et puis on a les modes 70, dont nous avons plusieurs représentants aujourd'hui, qui eux sur la monotypie. Alors comment ça se fait que dans le monde des multicoques, on a réussi à trancher cette question-là, et que chez les cousins du monocoque, le débat fait encore rage et de manière assez virulente? Les Figaro sont en monotypie, hein. C'était en Alpha avant, donc non, le monotypie en monocoque, il y en a pas mal aussi. Je parlais d'Imoca, hein, où le débat est assez... Je pense qu'à priori, quand on parle de monotype, on privilégie le sportif et l'équipe, et faire du monotype pour des courses en équipage,
ça ne me choque pas vraiment. Je trouve qu'il peut y avoir un sens. Bon, ça n'aide pas à tous les gens qui travaillent dans l'industrie des bateaux de course. Ça, c'est sûr que d'un point de vue, si on est un peu socialiste, ça fait un peu tousser. Mais enfin bon, on se rend compte quand même que de l'extrême aux AC, etc., la Volvo qui a l'air d'en parler aussi, on parle d'équipage. Après, lorsqu'on va parler de course en solitaire, je trouve que, bon, le Figaro, c'est un mauvais exemple, mais il y en a toujours des mauvais exemples. Je trouve qu'un solitaire, lui donner la liberté de choix, de pouvoir participer à la conception de son bateau et pouvoir être actif sur la manière dont il va naviguer pendant, si on parle d'IMOCA, pendant 3 mois et demi, et lui laisser un petit peu de liberté de savoir comment est-ce qu'il va pouvoir gérer sa niche, je trouve que ça a du sens quand même. Alors, mes questions étaient aussi, est-ce que le fait que le succès du multicoque au niveau mondial en ce moment, dans tout ce qui est course, est-ce qu'il est aussi lié au fait que ce soit la BTP? Je suis effaré, voire écœuré qu'on puisse aborder le problème de cette façon-là. Si aujourd'hui, en Bretagne Sud, on oubliait tout ce qui a été fait avant, ce serait catastrophique. Pour moi, la phase monotypie est une phase d'un processus, mais on va prendre la Coupe de l'América, les AC45 qui sont juste l'antichambre. C'est très intelligent et très courageux de la part des Américains et de l'équipe d'Oracle d'avoir fait ces bateaux-là, mais qui ne sont que l'antichambre des AC72 qui, eux, seront bien prototypes, et qu'une fois qu'il y aura suffisamment d'équipes en AC72 d'installer, de lancer et sur les rails, les AC45, d'après ce que j'ai compris, sont censés faire une coupe jeune, donc avec des monotypes, mais qui ne sera jamais que l'antichambre du très haut niveau. On est dans un sport mécanique, c'est pas ici qu'on va l'expliquer, ça fait bosser énormément de monde de développer et d'avoir fait évoluer. Et si aujourd'hui les bateaux sont spectaculaires, c'est parce qu'il y a eu énormément de développement et de recherche. Certes, parfois il y a eu des pots cassés, mais ça fait partie de... On fait pas des omelettes sans casser des œufs. Et c'est pas en Bretagne Sud qu'on va renier tout ça, quoi. Donc pour moi, la monotypie, c'est une facette de ce sport, mais pour moi, c'est pas le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est un sport mécanique dans toute sa splendeur. Donc c'est du sport, effectivement. Et moi, je vois pas de différence solitaire équipage, contrairement à David Vincent. Mais justement, d'aller se servir de tout ce qu'on a dans cette discipline. Sidney, tu voulais intervenir? Ouais, moi, de toute façon, je pense qu'il en faut pour tous les goûts, comme toujours. De garder de la recherche et tout, c'est essentiel pour que la voile avance, pour que des gens comme Mich puissent s'exprimer. Moi, j'ai un profil qui est différent de Michel. Moi, je suis pas un créateur, je suis juste un navigant. Donc moi, la monotypie, ça me va très bien pour faire ce que je sais faire. Mais il faut des Michdej, des Tabarly, des Parliers, pour faire avancer le schmilblick. Et je pense que la monotypie en ce moment, avec les modes, puisque ça parle un peu de ça, ça va fonctionner, ça fonctionne, ça doit fonctionner à cause aussi des histoires économiques, et que c'est censé être moins cher. Donc si on compare avec la Volvo qui en ce moment a des prototypes, les modes proposent alors les modes, c'est pas encore la Volvo, c'est-à-dire que la Volvo, quand même, on se rend pas compte en France, mais c'est quand même un label qui est quand même une énorme proche de celui de la Coupe. Mais les modes, ça propose quand même pour un budget qui est, je sais pas si c'est un quart, enfin c'est très 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 nettement inférieur à ce qui se fait sur la Volvo. Ça propose les mêmes programmes, on va dans les mêmes marchés, c'est-à-dire que les courses autour du monde vont au Moyen-Orient et en Asie. C'est pour ça que la Volvo change son parcours, c'est juste pour ça, hein, tout simplement. Donc les multicoques, ça va vite, donc on peut aller vite d'un point pareil, encore pour répondre aux questions de marché, d'aller vite d'un point à un autre, c'est bien aussi. Donc la monotypie, pour moi, en ce moment, c'est surtout à cause des histoires économiques, quoi. Mais il faut absolument, puis il y aura toujours des courses où on développe le technique et pour que le schmilblick avance. Et le schmilblick avance très très vite, quoi.
Yves, toi qui cours en multi, mais prototype. En multi 50. Je pense que la monotypie, enfin l'intérêt économique de la monotypie, il est imparable quand on parle de la valeur des reventes des bateaux. Ça, c'est un argument évident. Après, plus que la construction, c'est ça que tu veux dire. Plus que, bien entendu, plus que la construction. Ça permet de garder la valeur économique, la valeur patrimoniale des bateaux. Et par contre, à construire, ça coûte pas forcément moins cher qu'un pas forcément moins cher, ça dépend de la façon dont on va être construit le bateau. Et puis pas forcément moins cher à mener non plus, parce qu'une équipe technique, ça reste une équipe technique, que le monotype soit proto ou monotype. Enfin. Après, c'est une histoire de réglementation, de jauge. Là, en l'occurrence, dans la multi 50 dans laquelle on navigue aujourd'hui, on a écrit une jauge où, à chaque article, on s'est clairement interrogé sur le rapport efficacité-économie de l'innovation ou pas. En gros, est-ce qu'avec un budget 2 ou 3 fois supérieur, on va avoir un réel gain de vitesse? Auquel cas, on l'interdit ou on fait en sorte que ce ne soit pas possible. Il y a moyen d'écrire une réglementation, une jauge de bateaux qui permette de mesurer le coût de construction des bateaux, ou au moins qui ne donne pas un avantage évident à celui qui va mettre 3 fois le budget dans la construction que l'autre. Mais après, une fois que les bateaux naviguent, celui qui aura plus de moyens pour naviguer, pour s'entraîner, pour avoir... Monsieur, dame, le propriétaire de la Clio 10 Oh merde. Enfin voilà, on pourra... Bon, pas facile d'enchaîner après. Hein. Enfin, on pourra pas empêcher à une équipe intime avec plus de moyens d'avoir un avantage, monotypie ou non. Donc je crois pas que l'argument économique soit valable partout. En tout cas, c'est beaucoup trop simpliste comme façon d'aborder les choses. Bruno, toi qui fais... Voilà, ça c'est Bruno Perron qui est en approche. Bruno, toi qui fais des voiles monotypes et des voiles prototypes, quelle est ta position sur le sujet? J'ai décidé un petit bout de temps de ne plus me prononcer là-dessus parce que... T'as trop de clients dans les deux. D'un côté, enfin, ouais, on est pris avec les IMOCA avec ça et ça me dérange profondément parce que je sais pas... Dur, en IMOCA, le débat il est assez... Oui, c'est assez chaud et bon, mais je pourrais... Enfin, parfois, c'est vrai que dans la classe IMOCA, c'est un petit peu chaud. Donc, je ne me prononce pas trop. Je suis très content de faire ce qu'on fait avec les modes et les extrêmes 40 parce qu'on apprend énormément. Mais si j'étais de l'autre côté, je serais probablement moins content. Donc, il ne faut surtout pas qu'en France, on perde cette créativité qui fait qu'il y a des bateaux qui courent avec des quilles basculantes, qui fait qu'on fait du multicoque maintenant, qu'on fait des maels. Tout ça, ça vient d'ici, même si ça a été repris par d'autres. Il faut garder cette différence-là. Et elle ne peut être faite que si on a des gens comme Mich qui continuent à développer. Pour moi, c'est la base. J'explique ça dans le monde anglo-saxon en permanence. Après ça, ils reprennent, ils améliorent, ils ont leur manière de travailler qui n'est pas la même que la nôtre. Mais si on arrête et qu'on commence à faire comme eux, du phare 40, de la monotypie comme ils ont fait, moi j'ai vu le marché aux États-Unis s'écrouler parce que tous les gens se sont dit ah ben on va faire du phare 40, plus de prototype. Si on fait la même chose, faut comme dit Sidney, il faut faire un mélange entre les deux. Il y a de la place pour les deux de toute façon. Alors je ne sais pas si Bruno Perron est là, je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Est-ce qu'il nous entend? Nous aussi, dès que tu vas être branché, on va t'entendre beaucoup mieux, Bruno. Dès qu'on trouve la prise. Allô, allô? Oui, je t'entends, Pierre-Yves, salut. Ah, super. Merci Bruno, on est donc à la Cité de la Voile avec plein de monde dans la salle et puis quelques spécialistes du multicoque sur scène. Je n'entends pas beaucoup le retour, pour être très honnête. Est-ce que tu entends mes questions? Si je te pose une question, tu pourras y répondre? Bah, j'essaierai, mais en tout cas, ça serait mieux que je l'entende. Je ne l'entendais pas juste avant. Maintenant, je t'entends. Et là, ça va? Là, c'est bon? Là, ça va très bien. Vas-y, okay. Fais un effort. Alors, écoute, je voulais juste déjà que tu nous fasses un petit point pour nous dire où est-ce que tu en es de tes démarches pour essayer de participer à la prochaine Coupe de l'Amérique. Tu as annoncé un accord avec Oracle récemment. Est-ce que tu peux nous faire un petit point rapide de ta situation et la situation d'Energy Team aujourd'hui?
Alors rapide, c'est pas facile, mais je vais essayer de le faire rapide. Mais vous connaissez un peu la situation. Depuis le début du programme, on a essayé de construire une méthodologie un peu cohérente avec des étapes successives qu'on essaye de mettre dans le bon sens. Donc la première étape, ça a été de rejoindre le circuit des AC45. Il y a maintenant presque un an, enfin non, c'était au mois de juillet l'année dernière. Ça a commencé à Cascais, Plymouth, San Diego, et on vient de terminer il y a 2 jours l'édition de Naples. Forcément, la deuxième étape a été d'essayer de se monter au plus haut niveau le plus rapidement possible dans cette série, dans laquelle on avait, bien que tout le monde sache ou prétende qu'on avait un avantage sur le reste du monde compte tenu de notre culture du multicoque, on a toujours été conscient que le talent des grands champions qui sont en face de nous allait arriver au résultat qu'on connaît, c'est-à-dire qu'ils ont pris tout de suite les devants. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à rejoindre le groupe des leaders des San Diego, où on a réussi à faire 2 podiums en finale de match race et sur le podium en fleet race. Et à Naples, la semaine dernière, ça s'est plutôt pas mal passé, malgré des conditions difficiles. Et d'un point de vue sportif, on est 3e en général pour l'instant. Bon, ça, c'est le sportif. D'un point de vue économique, c'est forcément compliqué, on le savait. C'est pas le projet le plus simple à monter, pour plein de raisons que tout le monde comprend. On s'est battu, c'est un bien grand mot, mais en tout cas on a négocié avec l'organisation depuis le début dans une seule direction. Moi c'est mon obsession, c'est d'essayer de ramener des budgets dans un contexte économique plus réaliste. On connaît tous l'histoire de la Coupe de l'Amérique. Une des raisons pour lesquelles j'ai jamais voulu m'y intéresser, c'est cette déconnexion du marché qui nous entoure. Et c'est pas un hasard si ça a toujours été financé par des privés. La volonté d'Oracle, c'est justement d'en faire un produit commercialement viable. La révolution est en cours et on l'a expliqué d'un point de vue sportif et culturel, on la voit, ça crève les yeux. D'un point de vue communication, ceux qui ont la chance de suivre les images commencent à comprendre qu'il se passe quelque chose. Mais d'un point de vue économique, on n'est pas encore à la fin de cette révolution et ça va prendre un peu plus de temps. Donc c'est compliqué. Alors on a beaucoup parlé de multicoque depuis le début de cette matinale. Toi, dans les contacts que tu as avec les grands groupes avec qui tu négocies, est-ce que le fait de proposer un produit qui est la Coupe d'Amérique mais en multicoque, ça change les choses dans la démarche commerciale? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus facile de vendre une coupe en multicoque qu'en monocoque? Alors tu l'as pas fait en monocoque, mais est-ce que tu sens que les gens sont je comprends ce que tu veux dire. Sensibles plus facile, probablement oui, parce que d'un point de vue marketing, c'est une cible qui est beaucoup plus ouverte. On pourrait qualifier de niche, entre guillemets, ce qui se passe depuis un siècle et demi. C'est même pas une niche marketing, c'est une niche simplement image. Donc à partir du moment où on a la vocation, l'ambition, et je dirais maintenant la sincérité d'en faire un produit commercial, c'est sûr qu'il faut élargir cette cible. Donc on comprend bien qu'avec les images que tout le monde a vues et qui sont que le début de l'histoire, on atteint des publics qui sont tout à fait différents de ce qu'on atteignait par le passé. Donc sur ce point de vue-là, c'est sûr. Maintenant, les décisions, elles ne se prennent pas simplement parce que c'est joli ou que c'est spectaculaire. Forcément, il y a une forme de cohérence là-dedans, une réflexion. Et je connais bien par expérience ce mode de réflexion d'abord de n'importe quelle marque. Est-ce que ça correspond, oui ou non, à une cohérence entre la marque et le produit qu'on vend à court, moyen et long terme, ce n'est pas forcément d'ailleurs la même réponse. Et après, il faut que ça colle avec le timing et les budgets. Donc si les budgets sont déconnectés, déjà le débat il est clos. Et si on ramène des budgets, comme je le soulignais tout à l'heure, dans une forme de réalisme, le débat il est encore ouvert. Mais après, c'est une question de timing. On a discuté aussi assez longuement de l'aile rigide, qui est l'une des autres révolutions de la Coupe de l'Amérique. Est-ce que même chose dans le dialogue que tu as avec tes prospects, comme on dit dans les métiers commerciaux, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui les titille, qui les fascine? Est-ce que c'est un argument, cet aspect technologique du produit? Ça fait partie de l'ensemble. C'est une révolution entre guillemets culturelle dans la mesure où on voit bien qu'il y a plein d'innovations sur ces bateaux et on n'a encore pas vu les AC-72. Nous en France, on pourrait dire qu'on est un peu pas blasé, c'est un mauvais mot, mais habitué à cette innovation depuis une trentaine d'années dans le multicoque. Mais on est probablement le seul pays du monde qui ne sommes presque pas étonnés de ce qu'on arrive à faire avec nos amis ingénieurs depuis 20, 25, 30 ans. Dans les autres pays du monde, forcément que le gap et le choc est plus violent. D'ailleurs, on voit bien que les claims d'Oracle du début, c'est les meilleures équipes du monde sur les bateaux les plus rapides. Donc on ne va pas
on ne va pas faire la fine gueule et dire que ce n'est pas forcément toujours le cas, mais on sait très bien que des bateaux comme les géants qu'on connaît et qui sont à l'Orient, on fait des vitesses de pointe de 40-45 nœuds. Donc. Mais c'est vrai qu'en inshore, c'est-à-dire sur des circuits entre 3 bouées, ce sont des machines absolument fabuleuses. Et par exemple, souligner que l'aile rigide n'est pas... c'est pas anodin, quoi. C'est très spectaculaire, mais c'est pas que spectaculaire, c'est extrêmement performant et très intéressant à régler en plus. Alors j'ai lu une longue interview que tu as donnée à Vessail, le site ex-Valencia Sailing. Oui, qui d'ailleurs ne s'est pas emmerdé pour la traduire, t'as remarqué. C'est traduit par Google, mais enfin bon, voilà, on comprend le fond. On comprend le fond, on retrouve, on te reconnaît dans la traduction Google. Ce qui était assez intéressant dans l'interview, à la fin, le journaliste te fait remarquer que le mot-clé de toute l'interview, c'est long terme. C'est-à-dire que tu as l'air de laisser entendre que votre projet, il ne s'arrête pas du tout à la prochaine coupe, que même la prochaine coupe n'est pas forcément n'est pas sûre, et que ce que tu veux, c'est monter un projet sur du long terme. Oui, mais ce n'est pas une surprise. Je ne fais que répéter ce qu'on dit depuis 1 an et demi. Je crois que tu étais là au Yacht Club de France l'année dernière quand on a passé quand même pas mal de temps à expliquer la démarche et la logique de la démarche, pourquoi on n'y était pas avant, pourquoi on essaye d'y être maintenant, dans quelle logique, est-ce que c'est pour aller faire un coup d'air-clin ou boire des coupes de champagne dans le petit monde de la Coupe de l'América? La réponse, on la connaît tous, c'est certainement pas ça. Donc oui, c'est long terme et c'est cohérence. Jamais personne n'a gagné la Coupe de l'América sur une première édition, sauf notre ami Ernesto qui a racheté la Nouvelle-Zélande. Donc, et c'était pas que racheté, parce qu'après, il y a eu quand même pas mal de talents. Donc c'est pas nous qui allons, après 150 ans d'histoire, prétendre qu'on peut le faire. Donc c'est une logique de long terme, ça se construit. C'est pour ça que je suis peut-être un peu lourd parfois quand j'essaie d'expliquer cette logique de step by step, d'étape par étape, mais c'est la seule manière de progresser. Sauf à ce que demain, il y a quelqu'un qui arrive avec un chèque en blanc en disant eh ben voilà, on va faire comme les autres. Mais j'ai jamais cru à ce genre de miracle. Je crois plus au travail, à une rigueur de progression. Et oui, les étapes dont on vient de parler, je pense qu'elles ont du sens. Et si tu vas me poser la question tout à l'heure, en tout cas c'est ce que j'ai répondu à Vessail, c'est que la prochaine étape, c'est forcément d'essayer d'être sur la ligne de départ avec la C72, donc c'est la logique du deal Laura. Et si on n'y arrive pas, c'est certainement pas pour faire machine arrière, c'est se positionner comme une des meilleures équipes du monde en AC45 jusqu'à ce qu'on ait les moyens de sauter le pas, quoi. Mais pour l'instant, je ne regrette pas du tout. On a certainement fait des erreurs, on va en faire certainement demain, mais je ne regrette pas cette logique parce que je pense que c'est la seule qui ait du sens. Ok, merci beaucoup Bruno, bonne continuation et bon courage pour la suite. Ok, pas de problème, salut. À bientôt. Voilà, c'est bientôt l'heure de la pause café. Est-ce que vous avez des réactions sur l'interview de Bruno? Non? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà, on a 5 petites minutes. Profitez-en, vous n'aurez pas tous les jours un aéropage de champion comme ça. J'ouvre la question. On a aussi des gens qui posent des questions par Twitter. Donc une plutôt pour Yves Leblévesque. Quel avenir pour les multi 50? C'est Nicolas Boisdevézy. Nicolas est intéressé pour venir naviguer en multi 50, c'est pour ça l'intéresse. Un coureur en mid-transat. Et écoute, la classe multi 50, on essaye de faire une classe qui ait un sens économique intéressant, à savoir de maîtriser les budgets, de faire des bateaux, ça fait 50 pieds, ces bateaux extrêmement simples. On n'a pas de mât qui bascule, il n'y a pas de foil, il y a des matériaux de construction que n'importe quel chantier moyen peut mettre en œuvre. L'idée, c'est de pouvoir rendre accessible la course au large en multicoque sur des budgets raisonnés. Alors aujourd'hui, on a une flotte d'une dizaine de bateaux qui est très hétérogène. Ça fonctionne, tous les ans ça fonctionne. Je serais incapable de te parler d'avenir parce qu'il y a des projets, il y a Lalou qui fabrique un bateau en ce moment, mais il y a des gens qui en parlent, notamment Nicolas et bien d'autres qui sont intéressés, qui cherchent à venir nous rejoindre. Maintenant, moi je suis convaincu qu'on a les ingrédients pour avoir une classe qui est cohérente à la fois sportivement et économiquement. Maintenant, tous les ans, on est à peu près dans la même situation, ni mieux ni moins bien. Donc je
Je n'ai pas beaucoup d'éléments de réponse, sinon le travail qu'on fournit et les éléments objectifs qui sont ceux que je viens de décrire. Donc on continue de bosser et on continue de naviguer sur ces bateaux qui sont super plaisants à naviguer, qui sont à la fois des multicoques avec le spectacle que ça génère. Ça permet de faire naviguer des gens, d'accueillir des gens à bord et de faire découvrir le multicoque à des gens qui viennent naviguer à bord. Et puis ça peut devenir ainsi limite casse-gueule. On en a fait l'expérience aussi. Donc on est quand même dans des bateaux, dans des vrais bateaux sportifs, dans des vrais défis technologiques et de boîte à idées. Maintenant, il faut trouver notre place dans le paysage de la course au large aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il y a une place, mais je ne peux pas te dire de quoi sera fait l'avenir. Alors Bruno Perron est toujours en ligne. Si vous avez des questions à lui poser, il ne faut surtout pas hésiter. En tout cas, je peux rebondir sur ce que vient de dire Yves, parce que si tu m'entends... Rebondis Bruno, rebondis. Salut Yves. Salut Bruno. Ouais, j'ai eu ton message et puis on s'est raté la semaine dernière. On se connaît bien parce que forcément on a fait un petit tour autour du monde ensemble, et deux d'ailleurs. Et je t'entendais parler des 50 pieds. Forcément que c'est quelque chose d'ailleurs dont on parle depuis pas mal d'années. Et tu connais mon opinion là-dessus parce qu'on a eu des longs débats, soit dans les 40e, soit dans les Alizés. Et j'espère que ça va marcher, mais puisque c'est un débat, je suppose, ce que tu veux organiser, Pierre-Yves, moi. Vas-y. Notre désaccord avec Yves à l'époque, c'était, moi je prétendais qu'en fait il y avait une place, il y a toujours une place pour vraiment une classe de bateaux océaniques de cette taille-là, puisqu'en fait il y a deux catégories, il y a l'inshore et l'offshore. En inshore maintenant, on sait qu'il y a la Coupe de l'Amérique, les AC45, après les Extreme 40, etc. Puis maintenant les Jeux Olympiques. En offshore, il y a les géants, il y a les modes 70, le One Design, et cette classe de budget, elle est très importante, parce qu'il y a plein d'entreprises qui voudraient rejoindre le territoire de la voile, et il leur manque un support à ce niveau-là. Et la position d'Yves, qui est un technicien hors pair, ce que je ne suis pas d'ailleurs, c'est que c'est passionnant de concevoir un bateau. Et ma position, c'était de dire que c'est vraiment le One Design qu'il faut pour cette catégorie. Donc c'est un débat qui a été tranché parce que vous avez choisi l'autre voie, mon camarade Yves. Mais voilà. Alors la salle murmure parce qu'on a eu, juste avant de te prendre en ligne, un débat sur la monotypie dans la voile et plusieurs intervenants faisaient remarquer qu'il était important que la France garde son savoir-faire et sa créativité en matière de technologie. Oui, je suis d'accord avec ça, mais pas forcément sur tous les supports. Parce qu'après, il faut se mettre à la place des partenaires, quoi. Mais il en reste plus beaucoup des supports. C'était Vincent Loriot-Prévost. Ouais, mon cher Vincent, il en reste plus beaucoup. Ah bah oui, forcément. Je suis d'accord avec toi, c'est passionnant. Est-ce qu'on a un marché pour pouvoir... on avait eu cette période magnifique des 60 pieds, avec les petits excès qu'on connaît. L'issue, malheureusement, elle était attendue, mais je suis d'accord avec toi, il en manque une. Mais voilà, où est-ce qu'elle doit se situer, quoi. Peut-être que le problème des 60 pieds venait du fait que c'était des bateaux qui étaient dédiés inshore, offshore et que l'équation était dure à résoudre. Ouais. Alors que là, maintenant, ça a l'air de se normaliser vers des bateaux inshore en monotype, quid de l'offshore. Je suis d'accord avec ce que disait Michel aussi, quoi. Il y a peut-être des tremplins et après, il faut quand même laisser une part à la créativité, à l'excellence, quoi. Ouais, les deux se déforment, c'est un vrai débat de toute façon, mais voilà. Je suis d'accord avec ça. Alors, moi j'ai une question pour Vincent Loriot-Prévost à propos de Coupe de l'Amérique. Vincent, votre cabinet a participé à l'élaboration de ce qu'on appelle la C72 générique ou le package prévu pour les défis qui n'auraient pas eu les moyens de se payer leur propre package. Et finalement, ce package, il sert à personne, si j'ai bien compris. Non, il n'y a que... non, c'est un petit peu décevant. Non, il n'y a que Oracle qui l'a acheté en fait. Qui va pas forcément le refiler à Bruno. Je sais pas ce que j'ai compris et peut-être il peut, s'il est encore là, nous en parler un peu. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est plus intéressant de faire pour des nouveaux venus, de faire des accords avec des équipes existantes. Je pense qu'il y a une stratégie qui est vraisemblablement à la date où on est aujourd'hui, et comme le temps est compté,
Et il est peut-être plus facile de progresser avec une équipe et le même bateau plutôt que de partir sur un programme un peu neuf avec le package qu'on leur a proposé. Moi, je suis un peu déçu que ça n'aille pas plus loin. Enfin, il nous reste peut-être une cartouche avec les Chinois quand même. Bruno, tu as entendu le... Ouais, j'ai entendu bien sûr la réponse de Vincent. On se parle depuis le début du projet avec Vincent, forcément, puisque au début ils étaient avec les Italiens, on connaît la suite, et forcément on était très 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 intéressés pour travailler ensemble, d'autant plus que le chantier, on le connaît, c'est Multiplast, qui est distant d'à peu près 50 mètres du cabinet de Vincent, donc c'est quand même des gens qui se connaissent bien, on se connaît bien depuis une vingtaine d'années, et on avait vraiment envie de bosser ensemble. Mais ce que vient d'expliquer Vincent, c'est juste, oui, effectivement, c'est que la seule manière de rendre le projet à un niveau de faisabilité, en tout cas de crédibilité, de sérieux, j'allais dire, suffisant, c'est de se dire qu'avec le budget minimum qu'on peut espérer réunir, on ne peut faire qu'une opération commando. Entre guillemets, ça veut dire concentrer tous nos moyens sur l'essentiel. Donc sur le sportif, personne n'a de doute sur notre capacité à réunir un groupe de haut niveau. Sur la technique, personne ne doute de la capacité du chantier à faire du très haut niveau de qualité. Et il ne nous reste plus que sur le management, c'est pas plus compliqué que ce qu'on a mené par le passé. Il ne reste plus que deux sujets, c'est le budget et le design. Et si on doit pouvoir apporter un message fort de faisabilité, et c'est effectivement ce que vient de dire Vincent, c'est de se rapprocher d'une équipe et de préférence de celle qui a le plus d'avance architecturale depuis maintenant 6 ans, dans lequel ont participé beaucoup d'ailleurs Vincent et ses camarades, et c'était Oracle. Donc ça n'a pas été facile, mais c'est sûr que c'est un deal qui est d'abord impensable dans la Coupe de l'América, c'est une première. C'est même pas sûr que ça nous garantisse d'y arriver, mais en tout cas c'est quelque chose de fort dans le message. Et comme il ne nous reste plus que 2 mois, on n'a pas de temps à perdre avec des messages qui sont brouillés. Et d'ailleurs, comme tu viens de le dire, Vincent, d'un point de vue légal, le seul qui l'a acheté, forcément, parce que c'est eux qui l'ont préfinancé, c'est Oracle. Donc, par ce biais-là, ils ont le droit aussi de l'utiliser. Donc, ce qui n'est pas le cas d'Artemis, et ce qui n'est pas le cas de Team New Zealand et de Luna Rossa. Donc, je suppose dans ce qu'on va avoir, ce que j'espère d'ailleurs, c'est qu'il y aura certainement une partie des très bonnes idées que vous avez eues, quoi. Bon, et de toutes les manières, si ça déclenche pour toi, je pense qu'on peut te filer un petit coup de main si tu veux. Oui, c'est d'ailleurs l'intention. On ne rentrera jamais dans le détail, bien entendu, ni Oracle ni nous de l'agreement qu'on a entre nous. Mais il est évident que l'équipe de développement qu'on pourrait mettre en place autour de ce design pack, ils le savent déjà, c'est en priorité Vincent et son équipe. Donc voilà, donc rien n'est perdu et j'espère qu'on va y arriver. Il y a Bruno Dubois qui voudrait réagir. Oui, on a travaillé avec Vincent sur le package. On a fait la partie aéro, pour l'aile. Et en fait, du coup, certains des ingénieurs qui ont travaillé dessus sont partis avec Prada dernièrement et on est en train de construire les ailes de Prada et de Team New Zealand. Donc c'est un peu dommage parce que l'idée c'était de construire le package d'abord et après de laisser libre à tout le monde de partir où il voulait partir. Donc là, nous on a terminé le boulot là-dessus, mais c'est vrai que l'idée du package était intéressante pour les petites équipes et malheureusement c'est Oracle qui l'a, quoi. D'un autre côté, heureusement qu'ils étaient là pour le financer. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. Exactement. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a fait dans The Race il y a 15 ans, donc je ne peux pas leur jeter la pierre et je pense que, voilà, après... le problème, c'est pas sûr que ça se refasse toutes les éditions de la Coupe de l'América, donc si on a une chance de pouvoir en profiter, nous, petite équipe, c'est peut-être maintenant. Hein. Ok, merci bien. Yann, est-ce qu'il y a d'autres questions sur Twitter? Non, pas de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Alors, on n'a pas de micro, mais tu vas poser ta question fort, Emmanuel. Si, voilà un micro qui arrive. Les classes moyennes, on est en pleine campagne, vas-y. Exactement. Et donc, pour dire, mais entre les classes de petits bateaux multicoques, comme les F-18 qui ont un succès monumental, et puis les classes de grands bateaux, comme vous pouvez voir, avec du très haut niveau, qu'est-ce qu'il y a pour nos clubs? Mais j'allais dire, si un club en France avait à se poser des questions sur son système de formation de jeunes sportifs, quoi, comment il fait? Il vend CJ80 et il fait quoi? Voilà. Vers où va-t-on?
Moi je suis pas expert, hein, mais je crois que sur le salon là il doit y avoir je crois qu'il y a des bateaux de taille moyenne effectivement. Je pense à un trimaran qui vient du nord, de Suède, mais je connais pas bien l'actualité, mais je crois qu'il y en a et j'espère que le salon répond à ça. Vincent. Oui, bah, écoute, en ce moment on a démarré un projet avec Vianney sur un monotype. Trimaran. Alors, Vianney, c'est Vianney-Ancelin. Ouais, et qui fait les diams. Il s'appellerait le Diam 24 et c'est un bateau qui répond un peu à votre question. Faire un bateau qui effectivement s'inspire pas mal du J80 dans l'approche et le type de programme et les types de personnes que ça pourrait toucher. Ouais. C'est un catamaran. Un trimaran. Un trimaran. Oui. Tu démontes, tu mets sur une remorque et tu vas naviguer partout en Europe. Exactement, avec un programme. C'est pas le tout de faire un bateau, je crois qu'il y a tout l'environnement qui est très important pour pouvoir réussir son coup, quoi. Tu es responsable d'une école de voile ou quelque chose comme ça? Je comprends pas d'où vient ta question alors. Ouais. Et je pense que... D'accord. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Tout à l'heure, tu as dit dans ta première question, tu insinuais que les très grands bateaux étaient du plus haut niveau que les petits. Et je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai la chance d'aujourd'hui d'être skipper d'un mode 70. J'ai dans mon équipage des gens qui viennent du Formule 18 et qui sont en très haut niveau en Formule 18. C'est pas une question. Je crois que le haut niveau, c'est-à-dire la recherche de performance, elle n'est pas fonction de la taille du bateau ou du type de support. Elle est fonction du volume de la flotte, du niveau de la flotte et des concurrents qui sont dedans. D'accord. Je ne sais pas quelle école de voile n'est pas très loin de chez toi. Celle qui est à côté de chez moi, il y a des katas qui naviguent tous les samedis, tous les mercredis après-midi, toutes les vacances là, puisqu'on les voit dans la baie. C'est pas des formules, c'est pas des 18 pieds, c'est des un peu plus petits. Et c'est des gamins de 10-14 ans qui naviguent dessus. Moi, le mien, il y a quelques années, il avait fait une semaine en optimiste, il a été bouché à un stage en kata en double. À la fin de la journée, il m'a dit papa, je veux plus faire de l'optimiste, je veux faire plus que du kata. J'ai dit je peux pas t'en vouloir. Donc je pense qu'il faut pas. Je crois que la question était plutôt sur le support intermédiaire entre le catamaran léger, les KL55, etc., et les multi 50 en gros. Nous, on a le 1030, le Figaro, etc. Du 24 ou du 30 pieds ou du 50, tout ça, il y a un échelonnement. Et puis après, il y a des trous de temps en temps qui sont bouchés. Mais c'est pas. Je voulais délier, déchaîner la compétence et le niveau des marins de la taille du support. Et tu peux très bien être très à l'aise, je pense que tu peux être très performant sur les petits bateaux et être après directement utilisable en l'état sur des gros. C'était le chaînon, voilà. Ouais, mais les gaps, il y en a toujours. Une question. Une petite seconde, il y a un micro qui arrive, comme ça vous allez pouvoir la dire tout le monde. Bonjour. Est-ce qu'on ne se rapprocherait pas dans ce cas-là des Formules 28 qu'on a connues à un moment donné? Oui, on peut recommencer, non mais c'est vrai, moi je suis un peu d'accord avec vous. Il y a le 18 pieds, le haut niveau, 18 pieds, l'olympisme. Et puis après, si on veut continuer à faire du multicoque en régate, on passe assez vite aux 50 aujourd'hui. Il n'y a pas encore vraiment de support qui émerge entre les deux. Et puis, mais bon, je pense que s'il y a un vide, il va bien finir par se combler. Je ne sais pas par où, mais je pense qu'il y a un vide aujourd'hui. Après, il y a une affaire de taille critique de bateau. C'est-à-dire, là, moi, ce que je suis en train de mesurer objectivement, c'est que si on veut faire des transats avec à peu près toutes les météos, enfin avoir des bateaux qui sont susceptibles de rencontrer toutes les météos en restant performants, à la taille de 50 pieds, en multicoque, on est à peu près au minimum. C'est qu'en dessous, ça serait très inconfortable. Ce qui n'est pas le cas en monocoque, où on a des mini qui font ça très bien, mais en multi, il y a, je pense, en océanique,
une notion de taille critique qui est plus nette qu'en monocoque. Oui, une question au milieu, puis ensuite tout en haut. Attends, il y a un micro. Il y a une question juste avant toi. Allez-y, monsieur. Merci. Oui, non, par rapport aux tailles critiques, en fait, le problème auquel on est confronté sur les multis, je pense, c'est que quand on est sur un 18 ou un 20 pieds, avec des voiles souples, on arrive à le gérer, mais ça commence à être déjà limite. Après, si on passe à 28 pieds, on passe à un système bâtard de contrôle de la voilure et des performances. Sinon, on passe aux 50 pieds, et là, on a tout à fait une autre gestion avec des winches plus puissants, des colonnes et des choses comme ça. Je pense que là où on pourrait voir une évolution, ça va être suite au développement des ailes. Parce que les ailes, on sait, ça ne génère pas beaucoup d'efforts. Et par contre, la performance. Et je pense que s'il y a un développement des ailes qui se fait par la Coupe d'Amérique ou d'autres supports, on peut peut-être sortir une classe intermédiaire qui peut parfaitement trouver sa place et être facilement utilisable par tout le monde, quoi. Il y a un truc qu'on s'aperçoit avec les ailes, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais les bateaux ils cabanent, mais ils restent sur la tranche. Donc ça va très vite à se remettre à l'endroit. Oui, ça. Enfin, je sais pas, ça t'est peut-être arrivé avec le 18 pieds, mais oui, je pense que c'est des ailes qui ne coulent pas déjà, c'est pas mal. Et quand on les remonte, c'est sûr qu'on les remonte, mais c'est pas sans dommage quand même. Je crois qu'il faut passer un petit peu au chantier, quoi. Et puis on les remonte pas toujours tout seul non plus, souvent il y a un petit zodiac. Puis quelquefois tu peux passer à travers aussi. On peut passer à travers, ça fait moins mal. Et là c'est sur YouTube. Je peux dire quelque chose là? Tu m'entends? Oui, vas-y Bruno. Est-ce que... Non, mais j'écoute en même temps. Parce que c'est un vrai sujet sur lequel on s'est penché depuis le début de la campagne, parce que Vincent le connaît bien, dans les règles de la course, sans faire trop compliqué, il y a une taille limite au-delà de laquelle on n'est pas autorisé à faire des bateaux pour faire des tests avant ce qu'ils appellent le surrogate yacht, c'est à peu près 33 pieds. Donc on avait pour objectif d'essayer justement de créer cette espèce de petit kata, qui est le modèle réduit du 45 et du 72, qui puisse nous servir multipurpose, d'abord d'entraînement bien entendu, de match racing et puis de fleet, mais aussi pour des tests de foil, d'aile, etc. Finalement, il y en a qui ont eu les moyens et qui ont fait la même chose et très bien. Les Néo-Zélandais qui ont fait le SL33, vous pouvez aller voir sur n'importe quel site internet, sauf que c'est beaucoup trop cher pour les clubs justement. Et effectivement, après, quand on a voulu s'entraîner avec le peu de moyens qu'on avait, on a cherché la solution. Les SL33, c'était trop cher. Les très très jolis bateaux qui naviguent sur le lac, je ne parle pas des D35, mais les plus petits qui s'appellent DM2, c'est ce qu'a remplacé, vous parliez tout à l'heure des F28, mais de type. C'était aussi trop cher. Et finalement, on a fait ces sessions d'entraînement avec les vieux katas dessinés par Vincent, qui sont toujours d'actualité du Clairefontaine. Et forcément, ils vont beaucoup moins vite, forcément, ils ne sont pas en carbone. N'empêche qu'avant San Diego, on a appris énormément sur des bateaux finalement bon marché, qui sont des katas, qui sont extrêmement simples. On a simplement supprimé les spies pour mettre des Gennaker en rouleur pour les phases de départ. Et du coup, l'objectif, c'est d'essayer de faire justement une flotte un petit peu dans cet esprit-là, avec le même budget justement que les J80, pour que les clubs puissent, dans la spirale de la Coupe de l'Américain et des multis et des JO, maintenant qu'ils reprennent les katas, profiter de cette aspiration et dans la même gamme de budget. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il peut se passer quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent. Ouais, je sais pas trop. Mais nous, pour l'instant, on est parti sur une histoire, sur un trimaran de 24 pieds, et qui se doit être en critère numéro 1 le prix de vente, bien sûr, parce que c'est ça qui bloque. En critère numéro 2, la capacité de le gréer facilement et pas perdre du temps sur le ponton pour le mettre à l'eau sans rien demander à personne. Et puis la troisième chose, c'est d'avoir une flotte suffisamment étoffée pour pouvoir s'amuser. Parce que c'est avoir un kata dans son coin et pas pouvoir régater parce qu'on est tout seul, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les gens, quoi. Alors on va prendre une dernière question. Oui, donc je fais rapide. En fait, la question c'était donc un multicoque pour Monsieur Tout le Monde, et finalement on en revient à l'exemple du SPI West France ou de régates de ce type.
qui sont en monocoque, est-ce qu'on peut les passer en multicoque, au moins pour une partie? Et c'est là où interviendrait l'intérêt de bateaux de 24, 25 pieds en multicoque. Il y a un problème de parking, non? Oui, Michel. Effectivement, 500 multicoques dans le port de la Trinité, même si c'est des 28 pieds, je crois que ça passe pas. Donc, je crois que c'est exactement la même réflexion que sur les catégories multi-intermédiaires. Si vous regardez ici dans le port pendant ces 4 jours de salon, il a fallu vider tout le port des monocoques. Il a fallu vider les monocoques, et la plupart des multis de cette taille, donc de 24-28 pieds, sont des bateaux pliables. Pour justement gagner de la place dans les ports, parce que autant un Formule 18 ça se tire sur la plage et ça s'accroche à la dune, 24-28 pieds ça se sort pas comme ça à 2 personnes sur des roulettes. Donc je pense que c'est un peu ça la complexité, et faire du nombre avec des bateaux de finalement assez grande taille, assez encombrants, devient un vrai problème dans les ports. Ouais, mais donc, si on fait la révolution du multicoque, mais que ça ne touche pas monsieur tout le monde de 30-40 ans, c'est quand même dommage. Donc, effectivement, pourquoi pas trouver des solutions comme des multicoques repliables Quelqu'un a dit oui, mais performant, c'est ça? Eh ben merci bien, merci à tous. C'est l'heure de la pause café, l'échange. Merci à tous, merci Bruno Perron. Et puis à tout à l'heure pour la suite de la matinale.